des acteurs majeurs de ces conflits. Et sur la table, il y a eu, n'est-ce pas, des engagements pris par chacune des parties, qui malheureusement n'ont jamais été respectés. Et c'est cela qui nous a amené aujourd'hui dans une situation où nous sommes aujourd'hui. Parce que si l'accord cadre d'Addis Abeba était respecté à la base, parce que nous estimons que c'est l'accord majeur que le Congo n'a jamais signé depuis que nous sommes dans le cycle des accords. En commençant par Lusaka, en passant par San City jusqu'à Goma. Le seul accord qui est solide et en faveur de la RDC, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Parlant maintenant des engagements. Ok, surtout. C'est là qu'il y a... La faiblesse, c'est à quel niveau? La faiblesse, c'est le non-respect des engagements pris par les différentes parties prenantes de ces accords. Et ici, vous accusez qui? Je dis toutes les parties. La RDC, notre pays, l'accord a été signé en 2013. Depuis 2013, ces accords-là ont été mis à côté. Je vais y revenir. Alors, le président Tshisekedi arrive au pouvoir. On l'amène dans une autre logique. On l'éloigne de l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. On l'amène dans le processus de Luanda, dans le processus de Nairobi, qui, vous le savez, nous amène dans une impasse politico-diplomatique qui ont prouvé leurs limites. Le 15 décembre 2012, Kagame a boycotté les sommets pour des raisons qui lui sont propres. Nous, notre pays, la RDC, nous avions pris quelques engagements. Le premier engagement, c'était de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Okay. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, depuis un certain moment, l'autorité de l'État n'est pas effective sur l'ensemble du territoire. Donc l'intégrité de notre territoire n'est pas protégée. Et ça, c'est un problème sérieux. Quand l'État n'arrive pas à être présent partout sur toute l'étendue du territoire, ce qui amène aux agresseurs de progresser et de prendre de territoire en territoire sans qu'il y ait défense. Parce qu'ils arrivent dans des zones où l'État n'existe pas. Sur le plan militaire, sur le plan administratif, l'État est quasiment absent. Non, le qu'ici, au Kwango, dans les Grands Bandundu, avec la milice... avec la milice les Mubondo, c'est n'importe quel moment qui font éruption dans des cités, ils tuent, ils violent la paisible situation sans qu'ils ne soient inquiétés. Et c'est là, depuis un certain moment, l'État n'arrive pas à mettre fin, n'est-ce pas, à ce banditisme-là. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas présent. Et cela, ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai dit bien, c'est depuis 2013 que l'accord a été signé. Nous avons pris l'engagement de réformer l'armée et la police. Et ça, c'est un grand problème que nous avons dans notre pays. Ne soyez pas surpris que nos forces armées se trouvent en débandade. Partout là où ils doivent s'affronter face aux agresseurs. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas pris le temps, n'est-ce pas, de réformer notre armée, de rendre notre armée républicaine. Vous savez de la manière dont notre armée a été cousue, si je peux dire comme ça. C'est un regroupement de différentes forces venant de différentes rébellions par le passé. Qu'on a mixé, qu'on a mis ensemble. Chacun venait avec sa grade telle qu'il lui a été attribuée alors qu'il n'a aucune formation dedans. C'était des civils qui n'ont jamais eu aucune formation. Ils se sont retrouvés des généraux dans l'armée. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que dans les esprits de certains militaires, de certains hauts gradés de l'armée, ils ont toujours des penchants par rapport à leur seigneur de guerre de l'époque. Ce qui constitue une faiblesse énorme dans l'armée. On n'a pas pris le temps de réformer l'armée. Et quand vous lisez Dr Denis Mukwege, dans ce qu'il a écrit, dans le plan de paix qu'il a soumis, laissez-moi terminer. Comme ça, je prends dans ce qu'il a soumis à la population, il a donné toutes les démarches possibles pour que nous ayons une armée républicaine, pour que nous arrivions à réformer notre armée. On dirait même un breveté de l'état-major parce que c'est très éloquent. Il a même donné le mécanisme pour désarmer, n'est-ce pas, des militaires. Ne vous inquiétez pas. Il y a des militaires qui sont désarmés et abandonnés dans la société. Quelqu'un qui a été habitué à toucher les armes, à vivre grâce à ces armes-là, vous les démobilisez et vous ne faites rien de ce type-là. Il devient dangereux dans la société. Et ce sont ces mêmes gens-là
que les agressés sont en train de récupérer et qui les arment encore pour mettre en danger la population. Il y a plusieurs engagements. Notre pays a pris l'engagement de travailler, n'est-ce pas, pour, ces engagements qui ne sont jamais été pour la respectés. réforme des institutions de finances publiques et consorts. Quand vous regardez comment est-ce que l'administration de l'État est organisée, les finances publiques, comment est-ce qu'ils sont gérés, ça laisse à désirer. Et tous ces éléments-là, ce sont des éléments, si c'était respecté, ça allait dans le sens de renforcer l'État congolais, ça allait dans le sens de renforcer les gouvernements, la gouvernance dans notre pays. Mais également, nous avons pris l'engagement de travailler sur la tolérance. Donc la justice, la tolérance, la justice et la tolérance. Donc, en quelque sorte, la justice transitionnelle. On ne peut pas construire, n'est-ce pas, une nation, un pays, sans la justice. Yes. Notre pays a connu des atrocités. Notre pays a connu des crimes, des violences sexuelles. Et tous ceux qui sont acteurs, n'est-ce pas, de ces crimes-là, sont devenus des généraux, sont devenus des ministres, de PDG. Dans l'entretien, les bourreaux sont là. Et ça, c'est un problème sérieux. On devrait commencer par connaître la vérité, par réparer les victimes, par juger les acteurs, mais aussi avoir, n'est-ce pas, les garanties de non-répétition. C'est ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Mais on n'a jamais passé par là. On a favorisé, n'est-ce pas, l'amnistie